Voilà. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un seul sujet parce qu'il se fait tard déjà. C'est sur notre groupe une question sur une vidéo, pas de glucides dans l'alimentation de nos ancêtres, point d'interrogation, qui est une vidéo qui est faite par régime ancestral ou un truc comme ça. Et donc, ça a suscité beaucoup de questionnements de la part du groupe, puisque il y a quelqu'un qui vient essayer d'expliquer que on mangeait des glucides et des fruits depuis très longtemps, et donc c'est donc que l'argument ancestral ne tient pas la route pour le cétogène. Alors, il y a quand même à la fois des choses qui sont certainement possibles dans le fait que nos ancêtres aient pu faire de l'agriculture plutôt que ce qu'on pense. Mais d'abord, la première chose qu'on peut se dire, c'est que l'agriculture n'est apparue qu'il y a 9000 ans. 9000 ans, peut-être 11 000 ans, parce qu'on trouve maintenant des traces de choses qui ressemblent dans les sites de Göbekli Tepe en Turquie. Et ça représente moins 9000 avant notre ère, donc c'est 11 000 ans. Euh, alors ça, c'est rien à l'échelle de l'homme, puisque aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le sapiens date d'au moins 300 000 ans. Certains pensent 400 000 vu des découvertes faites au Maroc, et d'autres pensent, au vu de l'écart qu'il y a génétiquement avec nos cousins néandertals, que ça date de 800 000 ans. Et puis, finalement, notre évolution en tant qu'Homo, elle date de 2 3 millions d'années. Donc le moment où on est en train d'avoir un cerveau qui grossit. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc l'agriculture là-dedans, c'est un quart d'heure avant minuit, quoi. Et on n'a pas le temps de faire une adaptation génétique à l'agriculture. Et tous les paléontologues qui tombent sur des campements préhistoriques sont capables de dire à la vue des ossements s'ils sont face à des tribus carnivores ou des tribus d'agriculteurs. Les ossements sont beaucoup moins costauds, les tailles sont plus petites, on est face à des gens en moins bonne santé, avec des caries qu'on n'a pas dans le carnivore. D'ailleurs, on voit très clairement des tribus qui commencent à voir apparaître des caries au moment où ils se lancent dans la consommation de graines ou de fruits. Les bactéries qui sont dans notre bouche sont très sensibles aux fruits, au fructose. Donc, si vous voulez avoir une bonne recette pour entretenir vos caries, pensez à prendre votre verre de jus d'orange. C'est une bonne idée. Euh, Si on revient sur l'histoire humaine, nos ancêtres ont vécu pour la plupart, enfin, quand je dis pour la plupart, je veux dire par là la plupart du temps, c'est-à-dire si on regarde sur 400 000 ans, il y a deux périodes de 200 000 ans qui sont des périodes de glaciation, avec des périodes interglaciaires comme la nôtre actuellement. Donc actuellement, on est officiellement dans une période interglaciaire. Donc le réchauffement climatique, on peut l'espérer, mais malheureusement, on finira, en principe, dans un refroidissement, dans une nouvelle époque glaciaire. Et donc les époques glaciaires, elles durent 20 000 ans, qui est à peu près ce qui se passe depuis la fin de la dernière époque glaciaire, sauf une période de 2000 ans entre moins 1200 et moins 1400 et moins 1200, pardon, moins 14 000 et moins 12 000, où là, on a une petite période qu'on appelle le Younger Dryas, le Dryas inférieur. Le Dryas étant une plante qui pousse dans les cercles polaires
et qu'on retrouve en Europe à ce moment-là. Et donc, en fait, la température s'est élevée à partir de moins 20 000 et montée jusqu'à 14 000 et là a chuté quasiment au niveau de moins 20 000 pendant deux millénaires et remonté très rapidement quasiment au niveau de la pente, en fait. Et on est arrivé au plus chaud il y a moins de 10 000. Et puis, depuis, on fait une sinusoïde qui descend de plus en plus. Donc, il fait aujourd'hui moins chaud qu'au Moyen Âge, qu'au plus haut du Moyen Âge, et moins chaud, et le Moyen Âge était moins chaud que la période romaine, et qui elle-même était moins chaude que la période minoenne. Et donc, en fait, tous les 1000 ans, on tape un cycle, on tape un autre cycle qui dure un ou deux siècles ou trois siècles. Donc, entre 1000 et 1300, on a eu une période de chaleur qui fait qu'on pouvait cultiver le vin en Angleterre, qu'on pouvait s'installer des campements au Groenland et avoir un développement de colonies là-bas. Des colonies qui n'ont pas duré, hein. Elles ont disparu à la fin du Moyen Âge, elles ont disparu au 14e, 15e siècle, les unes après les autres. Et on appelle cette période du 15e, 16e, 17e siècle le miniage glaciaire, puisqu'il n'avait pas fait aussi froid à ce moment-là depuis 10 000 ans. Donc oui, il y a un réchauffement climatique aujourd'hui par rapport au minage glaciaire, mais pas par rapport à l'optimum médiéval qui s'appelait comme ça avant qu'on parle tous de réchauffement climatique. Enfin, bref, c'est un autre sujet, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'âge glaciaire, c'est quoi? C'est une calotte glaciaire euh, plus grande que l'Antarctique sur le nord sur l'hémisphère nord. Donc quelque chose qui couvrait tout le Canada jusqu'à la Scandinavie d'un seul trait. Et donc cette immense calotte glaciaire, d'ailleurs, euh, a fondu assez brutalement et a noyé une grande partie des côtes sur lesquelles les hommes étaient probablement installés, et donc a fait disparaître probablement tout ce qu'il y avait comme civilisation avant cette grande fonte qui a lieu il y a 12 800 ans. Donc c'est ce qu'on appelle le Water Pulse 1A et le Water Pulse 1B qui fait que c'est monté de 50 mètres puis de 50 mètres. Donc le deuxième, c'est il y a moins 6000, quelque chose comme ça. Donc vous voyez par exemple, si vous allez à Karnak, des menhirs qui ont les pieds dans l'eau. Donc un cercle de menhirs dont la moitié est dans l'eau. C'est l'eau qui a monté depuis que les menhirs ont été posés. À l'époque, si vous connaissez un peu cette région des menhirs de Karnak, les îles de Wat, Edik et Belle-Île étaient en fait dans une continuité. Il y avait une grande plaine entre les deux et donc on ne sait pas enfin, ceux qui étaient là ont disparu, emportés par les tsunamis de montée des eaux. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand ce glacier, qu'on appelle le glacier de Laurentide, a disparu, la masse qu'il avait de masse de ce glacier qui est parti dans l'eau, qui est parti dans la mer, a relâché sa pression sur la croûte terrestre et on estime que la Terre est montée d'1 kilomètre à peu près. Et la croûte terrestre au niveau du plancher océanique est beaucoup plus souple. Donc tout cet amas d'eau qui est arrivé dans l'océan a fait effondrer probablement d'1 kilomètre, mais certainement plus, les fonds marins. Ça se voit assez bien quand on regarde les photos enfin, les maps mondes de fonds marins, parce qu'on voit la séparation des trois différentes plaques continentales. Mais on voit aussi des marques qui sont perpendiculaires à cette séparation. Et les marques perpendiculaires ne peuvent pas s'expliquer l'écartement des plaques océaniques. Donc c'est très probablement la pesée qui a été faite. Et si vous regardez toujours ces mêmes cartes géographiques, je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Euh, un instant, un instant, un instant. Voilà.
Petit partage d'image. Petit partage d'image à l'instant. Toc, partager Google Maps. Donc, vous voyez Google Maps et vous voyez, est-ce que vous voyez, non pas encore. Voilà. Donc là, vous voyez l'Europe, vous voyez les États-Unis, les États-Unis. Ah là là, ça rame, je suis désolé. Je demande un peu beaucoup, j'ai l'impression. Voilà. Donc, vous voyez les États-Unis. Donc, le glacier du Laurentide, il recouvrait tout la baie d'Hudson, les Grands Lacs, et il remontait comme ça, et il couvrait la moitié de l'Angleterre et, la Scandinavie. Et puis, donc, il recouvrait le Groenland. Et c'est ce glacier qui a disparu. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, les marques que je vous, dont je vous parlais, c'est ces marques qui sont perpendiculaires à la ligne de faille qui, elle, est celle-là. La ligne de faille, comme ça, ici, ça c'est donc la plaque de l'Amérique du Nord. Il y a la plaque européenne ici, et puis vous voyez ici que la plaque africaine qui arrive là-dessus. Donc, vous imaginez que tous les gens qui étaient ici, là, sur ce plateau, ben, ont disparu. Mais de la même façon que tous les gens qui vivaient ici, qui était une zone habitée il y a encore 6 000 ans, 7 millions. Donc cette zone a été submergée. L'Angleterre d'ailleurs a été submergée à cette occasion. Il y a eu un grand raz-de-marée qui est passé complètement au travers d'Angleterre à cette époque-là. Et puis donc il y avait un pont solide entre l'Angleterre et la France. Quand vous regardez les marques au sol, là, vous voyez qu'il y a eu une forme de cascade très forte et un fleuve puissant qui passait là-dedans. Bref. Et puis, ces choses-là, moi, je soupçonne que ce soit un effondrement de la plaque. Donc, il pouvait y avoir aussi des gens qui vivaient sur cette partie-là. Euh, voilà. Donc pour dire quoi? Pour dire que l'homme vit près des côtes. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont disparu à cette occasion-là. Ce qu'on peut savoir de la vie des gens qui étaient dans cette partie-là, qui étaient les Highlands, eh ben, c'est un peu ce qu'on peut savoir. C'est un peu comme si on étudiait la vie des êtres humains sur la base de ce qu'on trouve en Amazonie, quoi. C'est peut-être un peu une vision un peu limitée de ce qu'était l'homme. Donc, quand on regarde cette carte-là, qu'on comprend que le glacier, il s'est arrêté à ce niveau-là, et ben, ce qu'il y a en dessous d'un glacier, c'est du permafrost. C'est une zone désertique, très sèche, très aride. Ce qui pousse là-dessus, c'est essentiellement des lichens, donc des choses qu'on n'a pas beaucoup à manger, avec un glacier qui était très important, beaucoup plus important ici, et puis donc le glacier là et avec, en cas de refroidissement, une fermeture de ce glacier qui faisait qu'on était coupé de l'Asie à ce moment-là. Voilà. Et donc, la disparition de ce glacier, avec les remous incroyables que ça a pu causer par là, imaginez, c'est plus gros que le glacier d'Antarctique, hein. Donc, le glacier antarctique, vous voyez, c'est un gros, un gros je crois que je suis au maximum du zoom, c'est énorme par rapport à tout ce qu'on peut voir, quoi. Et ben, tout ça a disparu, enfin disparu, tout ça est parti, et c'est parti en quelques mois, c'est pas parti en 25 000 ans. Et donc, ça a laissé des traces incroyables quand vous allez voir ces régions-là. Vous avez là, vous voyez, des schémas très torturés de, d'échappement de l'eau qui était dans ces glaciers. Et quand on se retrouve là-dedans, on voit des choses qui sont beaucoup plus importantes que les chutes du Niagara, en fait. Voilà. Et quand vous regardez les chutes du Niagara, d'ailleurs,
vous voyez que les chutes du Niagara en elles-mêmes, aujourd'hui, par rapport à toute la zone que ça, enfin, l'étendue que ça représente, vous voyez que c'est pas énorme. Donc, on a du mal à imaginer ce que c'était, mais ce qui est parti dans cette zone-là, on estime que c'est l'équivalent de euh, 100 fois plus que tous les fleuves qui coulent actuellement sur Terre. Donc voilà, il y a un truc énorme qui s'est passé. Ça a massacré toute la mégafaune, tout ce qui dépasse 40 kilos en faune. Et si vous allez sur la carte ici, vous cherchez Carolina Bays, là par exemple, dans le Sud-Caroline, et vous allez trouver, quand vous regardez la carte, des images un peu bizarres. Regardez ça. Vous trouvez pas ça bizarre? Non? Qu'est-ce que vous voyez? Les impacts. Des impacts. Des lacs, ronds. Et plein de petits C'est cratères pas comme des sur la lacs, Lune. hein, c'est pas des lacs, c'est la terre. Ah, c'est de la terre? Ouais, Ah, c'est de la terre. Voilà, c'est la culture dedans, là. C'est vrai que Mais ça a été bombardé. ça a été bombardé, ouais, littéralement. Donc, en fait, c'est des splashs. Et quand on fait le travail de regarder d'où ça pouvait venir, on voit qu'en fait, ça venait probablement de cette zone-là, mais 1 kilomètre au-dessus. Donc en fait, c'est des météorites qui sont arrivés sur le sommet du glacier et qui ont giclé. Et donc chacun des trous que vous voyez donc sur les Carolina Bays, là par exemple, mais il y a la même chose de l'autre côté dans le Wisconsin, je crois. Chacun de ces trous que vous voyez là, ça représente une dizaine de fois Hiroshima. Donc voilà, ça a bardé sur ceux qui étaient dans le coin. Et on a du coup une civilisation qui s'appelle la civilisation Clovis. Elle s'appelle la civilisation Clovis parce qu'il y a une ville de Clovis dans le coin là. Et on a trouvé des traces d'une civilisation qui a vécu entre moins 20 000 et moins 14 000 et qui a disparu à partir de 14 000. On trouve aussi sur cette époque du Younger Dryas une couche de cendres assez épaisse qui indique qu'il y a eu des très forts orages, des très forts incendies et probablement donc des disparitions, enfin des tas de traces de micro-métaux, de choses qui laissent penser que c'est probablement des impacts de météorites. D'autres pensent que c'est une éruption solaire ou des choses comme ça. Enfin bon, on a beaucoup d'idées pour expliquer pourquoi tout a disparu à ce moment-là. Évidemment, l'homme n'a rien à voir avec la disparition du mammouth, hein. On ne va pas dire que l'homme a vécu pendant 2 millions d'années avec le mammouth tranquille et que tout d'un coup il a dit que j'en ai marre, moi j'en veux plus du mammouth. C'est complètement idiot. Et c'est d'autant plus idiot que c'est penser que le chasseur est différent de l'éleveur. Si vous regardez dans les grandes plaines d'Amérique du Nord, vous avez des réserves indiennes de Cheyenne, de Dakota et autres. Et les gens qui étudient cette civilisation nous rapportent que les Indiens d'Amérique du Nord, des grandes plaines, avaient une police du bison. Alors c'est intéressant à deux titres. D'abord, ça veut dire qu'ils savaient qu'il fallait garder le bison, qu'il ne fallait pas le surchasser, etc. Et ensuite, c'est intéressant parce qu'il faisait ça avec... C'était les jeunes qui avaient 18 ans qui étaient en charge de cette police du bison. Donc chaque année, ils étaient remplacés. Et donc, il n'y avait pas de fonctionnaire du bison. Il n'y avait pas de policiers véreux à force d'être là qui s'étaient laissés corrompre. C'était uniquement des jeunes qui, l'année suivante, allaient être remplacés. Donc, c'est intéressant à deux points. Mais ce que ça montre, c'est que une civilisation de chasseurs comme les Indiens d'Amérique du Nord étaient en fait des éleveurs. Ils avaient leur troupeau qu'ils suivaient et sur lequel ils faisaient les prélèvements nécessaires, mais pas plus.
Donc, c'est important de le dire parce que cette façon de considérer l'homme comme un dangereux sauvage qui va détruire toute la planète est proprement ridicule, hein. On est là depuis 400 000 ans. C'est parce qu'on a euh, été tout à fait raisonnable avec la planète. Et ça donne, et ces histoires de catastrophes que je vous raconte, ce qu'elles disent, c'est que probablement on a été bien plus nombreux que ce qu'on imagine. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce que mangeaient nos ancêtres si on regarde nos ancêtres, non pas ceux qui sont là depuis cette catastrophe et qui ont adopté l'agriculture comme moyen de palliatif, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de nos ancêtres d'il y a 40 000 ans. Ceux qu'on appelle les Cro-Magnons, en fait, vivaient il y a 40 000 ans, pas il y a 20 000. Et les Cro-Magnons, on a des études qui ont été faites, notamment par les Allemands, sur les Allemands du Max Planck Institute, euh, ce qu'ils ont pu observer sur les ossements de cette époque, un, c'est qu'on avait une teneur dans les os et notamment le rapport entre le carbone 14 et le carbone 13 et entre l'azote 15 et l'azote 17 de mémoire, euh, qui démontrait qu'on était tout en haut de la chaîne alimentaire, au-delà même des loups. On était au-delà des loups et des hyènes. Il n'y a pas que qui disent, enfin, qui disent ça, parce que moi, quand j'avais fait mes recherches, d'ailleurs, c'est la source que j'ai mis dans mon livre, Oui, c'était l'université Pierre et Marie Curie aussi qui avait fait ce genre de test. ouais. Donc moi, les premiers que j'ai lus, c'était sur le Max Planck Institute, mais Moi, je suis tombé sur la recherche française, alors je me suis ouais, dit, très bien. cocorico. Ok. Non, mais intéressant de voir que ça C'était c'est. sur c'était sur Néandertal pour moi. Oui, alors Néandertal, c'est un peu plus ancien. Alors, ce qui est compliqué, c'est que ces études-là, on peut pas les faire on peut pas aller au-delà de 70 000 ans. C'est la limite du carbone 14. Donc, du coup, il faudra trouver d'autres méthodes. Maintenant, ce qui vient en plus nous aider enfin les deux éléments qu'on peut ajouter sur cette notion de est-ce que nos ancêtres mangeaient beaucoup de fruits et est-ce que ils, est-ce que finalement ils n'étaient pas omnivores comme chacun le pense? Moi, je vois deux choses là-dedans. Il y a une première chose qui est la théorie des tissus mous. Et il y a une deuxième chose qui est le fait que les fruits sont très toxiques pour l'homme. Alors, la théorie des tissus mous, ça répond à une question. Pourquoi est-ce que l'on arrive, nous, êtres humains, à nourrir un cerveau en lui envoyant 25% de notre énergie? Donc, la première réponse, ça pourrait dire bah, parce qu'on produit plus d'énergie que les autres et du coup, on a d'énergie pour nourrir le cerveau. Alors ça ne marche pas. Tous les animaux produisent une énergie qui est proportionnelle à leur masse. Donc un chimpanzé de 75 kilos produit autant qu'un homme de 75 kilos. Mais lui n'arrive pas à apporter plus de 15% de cette énergie au cerveau, alors que nous, on est au-delà de 25. Donc il y a 10 points d'écart, au moins, et ces 10 points d'écart, d'où viennent-ils? Et la réponse, quand on étudie la dépense métabolique des différentes parties du corps, c'est la digestion. Les chimpanzés ont 10 points de plus pour digérer que nous. Donc, nous, on a trouvé un moyen d'avoir une digestion moins coûteuse. Et cette digestion moins coûteuse, c'est la viande. Maintenant, si vous mangez des produits avec plein de fibres, vous allez avoir une digestion plus coûteuse et bizarrement, vous allez avoir moins d'énergie pour votre cerveau et le soir, vous n'aurez pas d'autre capacité avec votre cerveau que de regarder TF1. C'est dire la dégradation de votre cerveau. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a 2 millions d'années, nos ancêtres qui savaient se servir d'outils
comme pas mal d'animaux, ont utilisé ces outils pour manger des produits animaux, probablement des fruits de mer, mais aussi fracasser les crânes des restes des cadavres qu'ils trouvaient sur leur chemin. C'est-à-dire que ça leur permettait de passer juste derrière les hyènes et sur des cadavres qui avaient encore pas mal de nourriture, d'aller chercher euh, la moelle osseuse dans les os et la cervelle dans les crânes. Et c'est une nourriture très riche, très forte en acides gras saturés, très facile à digérer et qui a probablement été à l'origine de notre capacité à nourrir un cerveau de plus en plus gros. Qu'est-ce qui nous permet de penser ça? Eh bien, essentiellement, outre les tests qu'on a fait sur le squelette, l'acidité de notre estomac. On a un estomac qui est plus acide que celui des hyènes et des loups. Et qui est même en fait, qui est au niveau en fait, des hyènes et des vautours, c'est-à-dire d'animaux qui ont besoin de s'assurer que ce qu'ils mangent avec les bactéries qui sont dedans n'entrent pas dans le système. Donc on a l'avantage avec un pH à 1 de tuer pas mal des microbes. Alors maintenant, si vous mangez beaucoup de végétaux, votre pH va augmenter et probablement vous allez être plus sensible à des infections bactériennes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? La deuxième raison, c'est que donc que les glucides et le fructose ne sont pas des choses faciles à utiliser pour le corps humain. Pour ceux qui ont fait un peu de physiologie, quand ils ont étudié la glycolyse, c'est-à-dire la dégradation du glucose quand il entre dans la cellule pour devenir du pyruvate qui va lui pouvoir rentrer dans la mitochondrie et après deux, trois opérations et l'oxygène va se transformer en acétyl-CoA, qui est le début du cycle de Krebs, c'est quelque chose qui demande une douzaine d'opérations, qui produit beaucoup d'espèces oxydantes, donc qui est assez toxique pour la cellule, comparé aux acides gras, les triglycérides, qui rentrent facilement dans la cellule et, avec l'aide de carnitine, rentrent facilement dans la mitochondrie et qui, dès cet instant, sont transformés par bêta-oxydation en acétyl-CoA en n'utilisant pas cette fois-ci un oxygène. Petite anecdote, il y a des Navy SEALs qui ont fait les expériences, des commandos de marine américains, un groupe cétogène, un groupe normal. Le groupe cétogène, donc qui est nourri qu'avec du gras, au bout de quelques mois, avait gagné, avait doublé leur capacité d'apnée. Ils étaient passés de 2 à 4 minutes. Et c'est tout à fait logique puisqu'il y a une moindre consommation d'oxygène dans les processus énergétiques quand on est en cétogène. Euh, Le glucose donc est toxique et compliqué à gérer par la cellule. On peut le gérer, mais c'est compliqué, c'est coûteux. Probablement, c'est moins coûteux au soleil que dans le Grand Nord. Donc, il y a probablement l'explication de pourquoi dans certaines îles, on arrive à très bien vivre avec des consommations à 60% de glucose. Et si on parle du fructose, alors là, le fructose est euh, comment dire, le fructose, euh, une toxine à l'état pur, puisque c'est obligé d'être métabolisé par le foie pour être utilisé. Donc, chaque fois que vous prenez du fructose, ça ne s'arrête pas par les cellules, ça va directement dans le foie, ça sert à re-remplir la réserve de glycogène du foie si elle est vide, ça ne remplit pas les réserves de glycogène des muscles, et si elle est pleine, c'est transformé en triglycérides, donc le fructose est transformé en gras.
Donc oui, on peut se nourrir avec du fructose, très certainement. Ça demande beaucoup de travail au foie. Ceux qui en prennent trop se retrouvent avec des stéatoses hépatiques, des foie gras. Bien le signe qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait normal. Mais après ça, hein, j'entends qu'il y a des gens qui pensent que c'est super important les fruits, il faut en manger, hein, et que nos ancêtres en mangeaient tout le temps. Mais tu comprends, t'as toutes les vitamines dedans. Et les fameuses Puis ce vitamines, sont des bons sucres, parce qu'il y a plein et, de trucs avec. et c'est des bons sucres, Ouais, c'est des et bons sucres. naturels. Et nos C'est la ancêtres même molécule, mais c'est des bons sucres. Et, et nos ancêtres en mangeaient certainement. Alors, je ne nie pas que nos ancêtres en mangeaient certainement, qu'ils pouvaient trouver ça agréable et appétissant, mais ils ne pouvaient pas en faire leur quotidien. L'effort qu'il faut faire pour aller chercher des fruits et après les conserver, par rapport à l'effort que ça demande d'abattre un mammouth, rien de commun. Et puis ils étaient pas disponibles tout le temps, et puis pas forcément les énormes fruits ultra sucrés qu'on a maintenant. Exactement. Il suffit de regarder la banane, qui est quand même l'exemple le plus typique. Alors, C'est des trucs minuscules avec plein de graines, ce qu'il faut faire cuire, c'est imbouffable en fait, hein. Alors, le En dernier vrai. truc que je voudrais ajouter là-dessus, c'est qu'il y a des peuplades africaines qui sont encore avec dans leur mode de vie primitif et qui mangent beaucoup de fruits. C'est les Hadza, je sais plus, Hadza, euh, qui ont un autre problème avec tout le miel qu'ils mangent, c'est qu'ils ont les dents particulièrement gâtées. Et il y a une étude qui a été faite au néolithique, donc là on parle de moins 8000, moins 9000, où on voit très clairement l'arrivée de caries dans les dents par l'addition de fruits et de graines dans le régime alimentaire. Quand on sait l'importance des dents dans la survie de l'espèce, des gens qui ont des dents cariées, ils vont pas durer, ils vont pas vivre très longtemps. Ils vont avoir des infections à un moment ou à un autre et des douleurs, et vont mourir dans des douleurs importantes avec les- les portes d'entrée aux microbes que ça implique. Donc, non, je doute que nos ancêtres aient mangé de manière abondante des fruits. Je ne doute pas qu'ils aient mis sous forme de condiments des épices, des herbes, des petits bouts de fruits, des machins, etc. Il y a pas de doute là-dessus. Je veux dire, on- on sait bien que rajouter du goût, changer le goût, là, c'est des choses qu'on fait. Maintenant, l'attirance extrême pour le fruit qu'ont certains, qui est du domaine de l'addiction, euh, ne se justifie que parce qu'on ne mange pas assez du reste. Je pense que c'est vraiment une compensation face à des protéines qu'on n'arrive pas à avoir parce qu'on oublie qu'il faut en prendre 2 grammes par kilo et par jour, soit une dizaine de grammes de viande par kilo et par jour. Donc 750 grammes pour quelqu'un de 75 kilos. Voilà ce que je voulais répondre sur le sujet. Je ne sais pas si toi ou Sophie avait quelque chose à... ou Véronique, Non, non, je bois tes paroles. c'est pas l'objet. Après, ça, c'est vraiment enfin, tout ce qui est néolithique, etc. C'est des sujets que je maîtrise assez mal, je dois avouer. Mais Alors, c'est des sujets aussi qui m'intéressent beaucoup. Donc je pense qu'à tu un tu me moment donné, posais je la vais pas mal les question. creuser. Tu me posais la question d'où vient, enfin, d'où je tiens tout ça. Le grand spécialiste de ces sujets, c'est Randall Carlson, qui est un type absolument exceptionnel. C'est un, un type qui a fait des études de géologie et puis après qui est devenu charpentier, qui est franc-maçon aussi. Pour un charpentier, c'est un peu normal. Et qui a lu à peu près 10 000 études puisque chaque jour, il lit une nouvelle étude. Et il est absolument prodigieux, hein. C'est-à-dire qu'il a toutes les études sous la main. Il dit, ah, mais attendez, j'ai ça. Et il sort la slide 142, là où il a un petit truc là-dessus. Et puis, à chaque fois qu'on lui demande d'expliquer
un truc ou un autre, il dit ouais, vous avez 6 heures, parce que c'est à peu près la norme de ces explications. Donc, si ça vous intéresse, regardez les deux ou trois interviews qu'il a fait avec Joe Rogan. Donc, c'est des interviews de 3 heures à chaque fois. C'est extraordinaire. Ah, Extraordinaire. je pense que j'irai voir, c'est vraiment des domaines qui m'intéressent. C'est un, C'est un c'est, peu le truc qui me fait un peu défaut, ça, c'est c'est un, l'origine. c'est un puits de science. C'est vraiment, il est hallucinant. Sinon, sur la question de l'alimentation ancestrale, la référence, c'est Mickey Bendor. Euh, Miki, Bendor. Ça, c'est un auteur israélien qui a fait la revue de toutes les études qui montrent que l'homme était un extrême carnivore. Il y Et a ça beaucoup- existe en français, je veux dire, il publie en français le bouquin? je ne pense pas, mais il a fait une interview sur Mickey, la comme chaîne, Mickey? hein, Mickey comme Mickey? Comme Mickey Mouse? MIKI. D'accord. MIKI. Il a fait une interview Bender. dernièrement sur la chaîne de notre ami carnivore, Carnivore Renaissance. Je pense que l'interview était en anglais. Dois mal l'écrire, à mon avis. Voilà, donc ça, c'est un type qui a fait un travail colossal sur le sujet et qui est très intéressant aussi. Mickey Ben. Non, elle est où? A-M-I-K-I, d'accord. Oui. Ouais, ouais, c'est. Je crois que je sais pas pourquoi je mettais Y. Ah, parce que tu avais envie que ce soit Mickey. Ouais, mais sans le. Bender. Ah ouais, Bender, en plus, avec un tiret au milieu, quoi. Oui, Je me dis, mais tout à fait. tout est fait pour que je le trouve pas, quoi. Donc voilà, en deux mots, le sujet de l'alimentation ancestrale et ma réponse à ce brave garçon qui c'est pas très intéressant ce qu'il raconte en fait. N'allez pas voir la vidéo. Je suis désolé. Je peux pas faire de pub à ça. Euh, enfin, c'est terrible les gens qui pour justifier leur addiction au sucre se sentent obligés de montrer que ça a toujours été une évidence. Mhm. Ouais, il est qu'en anglais. Bon, Ouais. je vais le prendre en Kindle, je vais le faire traduire par ChatGPT. Et voilà. Tu vas en faire un article ou plutôt Sophie va en faire un article sur son blog si elle veut Mhm. bien. Ah, je crois qu'elle est plus là. Ouais, ça arrive, Tu ça. l'as tu l'as assommée. Je pense que j'ai une voix qui endort un peu. J'en suis désolé. Ah, il est quoi? 22h30 là? Ouais. Bon, eh ben, écoutez, merci à vous pour m'avoir accompagné dans cette... J'arrive juste à temps pour vous dire que vous êtes des mauvaises langues, hein. J'avais juste mon portable qui était en charge, loin de ma main, et j'étais en mute pour plus de confort pour vous, mes chers. Bon, donc tu dormais pas. Ouais, c'est bon. T'es réveillé. Je Non l'imagine déjà mais, en train de s'exciter sur ton téléphone pour pouvoir se justifier avant que ça se termine. non mais j'y crois pas. Je fais, non mais ils vont pas partir là-dessus quand même. Ils vont pas partir là-dessus. Non mais j'y crois pas quoi. Bon, Non, je ne dors pas. C'était facile. donc tu envisages du coup de faire un article, une traduction des travaux d'une conférence de Mickey Bendor ou... Bah Il y a du boulot là. ouais non, je sais pas. Euh, moi honnêtement, Mhm. en fait, je ne retiens pas tout ça, pas toute l'évolution, ce dont vous venez de parler là. En Ouais. fait, je peux trouver ça intéressant à écouter, mais je n'y retiens pas. Je Ah peux oui? pas retenir ça. C'est comme les rois de France, c'est no way pour moi. Je ne peux pas. Ouais, C'est, quand j'écoute, je dis oui, je vais retenir, mais je ne retiens pas. ouais. Et du coup,
du coup, voilà, faire un article là-dessus. Écoute, Ouais. regarde, parce que c'est vachement intéressant ce qu'il raconte. Il a fait vraiment le travail de se dire qu'est-ce qu'on peut savoir dans un sens ou dans l'autre, quoi. Ouais, mais du coup, c'est sous quelle forme? C'est des vidéos, c'est quoi? Oui, c'est une vidéo, c'est une conférence. Juste une vidéo? Il y a une grosse conférence qu'il a faite dans laquelle il explique tout son travail. Oh, alors là, t'es presque en train de me faire envie. Mais Il y a qu'une chose que je lui reproche, il fait partie des gens qui pensent que les hommes ont décimé les mammouths. oh, Ouais. C'est pas grave, Il y en a vraiment qui pensent ça, sérieusement. Ne serait-ce que par rapport à la quantité de. Je veux dire, maintenant, ok, on est peut-être équipé non, écoute, pour massacrer des espèces, mais c'était pas le cas il y a 20 000 ans, quoi. il est possible qu'on ait massacré les derniers. Enfin, il y a quelques espèces de mammouths qui s'étaient réfugiés sur des îles et qui ont disparu il y a 5 ou 6 000 ans, donc assez récemment. Bon, enfin, les îles, c'est quand même particulier, c'est des écosystèmes Exactement. fermés. Exactement, c'est tout le sujet. On est capable de détruire des écosystèmes dans des îles, ça oui, on l'a fait. Je crois que On c'est l'eau l'a de fait. Tasmanie qu'on a flingué aussi. En On- Australie, j'ai pas mal aussi comme ça, mais bon, ce sont des îles, voilà. c'est Il faut hyper pas, limité, faut pas- quoi. voilà, il faut pas l'étendre à plus que ça, à mon sens. Mais, donc, ouais, non, mais je vais voir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais voir ça. Mais c'est vrai que c'est pas le domaine qui m'excite le plus parce que vu que je retiens pas, en fait, ça m'énerve. non, mais ce qui est intéressant, Et c'est voilà. surtout tous les éléments qu'il a réunis pour dire qu'effectivement, il y a quand même tout qui laisse à penser que c'est comme ça qu'on mangeait depuis longtemps. Ça, ça m'intéresse parce Là, que t'es presque en train d'essayer de me convaincre ou je rêve? Non, 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 je te décris Oh, de quoi il s'agit. dit-il, dit-il, l'air de rien, tu sais. Non, mais j'y crois pas. tu vas Mais juste perdre oui, non, quelque chose de mais super important, c'est tout. Enfin, non, 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 mais en fait, pourquoi pas, hein, je veux dire, c'est loin d'être con. Mais c'est vrai que c'est les domaines qui m'attirent pas spontanément parce que je galère, parce que je retiens pas en fait. Enfin, je retiens pas. Je me comprends. Je sais pas, mon cerveau, il est pas câblé pour retenir des trucs comme ça. Je pense que Tu c'est peux, tu peux me parler bio, ce que tu veux, mais tout ce qui est histoire, évolution, je suis pas câblé pour ça. Je pense que c'est comme toujours, en fait, c'est parce que autant qu'on n'a pas mis des noms dessus et qu'on n'a pas tu vois, fixé au niveau de sa cognition les différents vocabulaires qui représentent différentes époques et que du coup on place les unes par rapport aux autres, etc., et ben ça reste des mots qu'on oublie et parce on n'a pas eu assez de répétitions. Et donc il y a un sujet là-dedans, tu vois. faut arriver à Mhm. faire des schémas. Moi, je suis très visuel, moi. Oui, oui, non, mais il y a des. En tout cas, moi, je vous recommande évidemment Randall Carlson. Euh, il a une chaîne à lui et il fait enfin, il a remis en ligne des choses qu'il avait fait il y a 10 20 ans avec un auditoire. C'est très intéressant. Enfin, ce gars est passionnant. Il organise des visites, justement des zones que j'essaie de vous montrer, là où il y a eu les déversements d'équivalent d'une centaine des fleuves, d'une centaine de fleuves actuels, euh, les scablings. Donc, ils sont des zones où on voit des gros sillons qui ont été creusés de plusieurs centaines de mètres de haut. Et ça a été fait en une fois, quoi. Ça n'a pas été fait par l'évolution, par le petit à petit des choses. Et je crois qu'il raconte que le moment où, où il a compris ça, c'était un moment où il était en train de faire un trip sous acide ou un truc comme ça. Donc, il a, Mhm. il a une vie étonnante, quoi. Mais il raconte qu'il était au milieu d'une vallée avec euh, le fleuve qui était creusé qui creusait un sillon dans la vallée. Et là, il s'aperçoit qu'en fait, la vallée elle-même a été creusée par un fleuve. Et il se dit, mais tu vois, il a une espèce de truc, de vision de la puissance que ce fleuve devait avoir pour creuser ce que ce petit fleuve creuse au milieu. Enfin, pour creuser la vallée quand on voit le petit fleuve qui creusait déjà au milieu, quoi. C'est intéressant.
Voilà. Il a un look original aussi, disons. Oui, oui, c'est un gros bonhomme américain. Comme je disais, c'est un, c'est un charpentier hein, aussi à l'origine. Mm. Très, très intéressant. Voilà, les amis, Bonjour. je vous souhaite une Mais soirée. juste là, Hydra, t'as pris les coordonnées, parce que moi j'ai rien pour écrire, mais pas les coordonnées, mais les infos là sur la vidéo qu'il faut absolument que je fasse en article. Bah, tu sais que c'est enregistré, hein. Oui. Ça sera à la fin. Mais c'est Mais Mickey je sais. Bendor, là, Mickey Bendor. Et puis l'autre nom, là, je sais plus. Tout Tu sais, ça, il va 2h36, là, il va pas tout le monde Randall demander. Carlson et Mickey Bendor, c'est sur le YouTube, c'est bon, tu vas pouvoir le retrouver. Bonne Je vois que je suis soutenue par les hommes de cette équipe. C'est Moi, c'est après 22 atroce. heures, je suis plus un homme, moi, je suis une loque. J'hallucine. Mais bon, c'est pas grave, je me débrouillerai, je me débrouillerai. Mais je t'envoie ça. Ah, trop gentil. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et on se parle dimanche prochain à 18h. À Ça plus. marche. Ciao, ciao. Ciao. Salut.